Pas de souci. Donc là, on peut enchaîner, je pense, pour aller un peu plus rapidement. Là, j'ai déjà, bon, je vais close tout ça et je réduis tout. Là, bon, on va aussi enlever ça. Là, on est sur un peu mon éditeur de texte, donc VS Code, que tout le monde connaît d'ailleurs. Et on a un projet de base que j'ai juste créé un dossier SRC. J'ai créé un dossier parent, évidemment. Un dossier SRC, bon, un dossier Node Module juste pour ajouter TypeScript. Mais on va faire un peu une démonstration sur JavaScript. Bon, de base, j'avais déjà tous ces fichiers-là, vous le voyez parce que j'avais installé TypeScript pour pouvoir avoir un peu cette notion aussi de typing et tout ça. Mais bon, je pense qu'avec le temps là, on va accélérer et aller directement sur du pur JS. J'ai utilisé un repository public, un open repository. C'est-à-dire que ces codes-là, c'était utilisé dans une ancienne présentation que j'avais vue. Et je me suis dit que, bon, le gars, il a pris... il a donné la chance à des noobs, bon, comme il les a appelés, à des débutants. Il les a donné un use case, il les a dit d'écrire une solution. Ensuite, lui, il repassait pour expliquer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer plus clairement comment ça se passe. Parce que si on faisait du live coding ou encore, ça allait prendre 1 heure. Donc là, on a le code d'un débutant. Donc là, je peux peut-être, Daoud, tu peux ouvrir ton micro. Si quelqu'un peut me dire à quoi sert ce code-là. Rien qu'en regardant le code là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que à quoi ça sert tout ce code-là? Vous essayez de deviner juste en regardant le code. Vous n'avez pas forcément le droit, vous ne devez pas forcément trouver, hein, mais juste si vous pouvez deviner rien qu'en regardant ce code, ce que ça fait. Là, il est très peu fort probable. Déjà, rien que le fait que ça prenne autant de temps, ça veut dire que le code n'est pas bon. Et c'est là que ça commence. C'est-à-dire que là, normalement, ça doit être, je l'ai commenté moi-même pour ne pas oublier, parce que à chaque fois que je reviens, j'oublie. Mais c'est un code qui est censé, je dis bien qui est censé, nous retourner la valeur absolue d'un nombre. Donc, c'est un code qui est juste censé nous retourner la valeur absolue d'un nombre. Bon, je vais faire un terminal custom. Voilà, SRC. Je vais aller céder là-bas. OK. Voilà, là, on a du node one-logic. Voilà, node.js. OK. Là, on voit que si on lance le code, bon, là, j'ai utilisé Node pour compiler le fichier JavaScript. Je pense que tout le monde a compris. Hein. Là, si je lance le code, on voit qu'il exécute ces lignes-là, c'est-à-dire console log de to accounting 0, to accounting 10, to accounting -5. Et si on regarde bien ce que sort le code en résultat, il sort 0, 10 et 5. Donc, quand on met un nombre négatif, le code est censé nous retourner la valeur absolue de ce nombre en négatif. Vous avez compris? Donc, en mettant les parenthèses. Mais vous vous doutez bien que ce code, déjà, rien que en to accounting n, le nom de la variable, ça pose problème. Qu'est-ce que ce n-là, ça signifie? N'utilisez jamais une seule lettre pour définir un variable. C'est pas, on vous dit pas, forcément, moi, j'ai jamais vu une règle qui me disait, si tu utilises un mot complet en tant que variable, on va te tuer. J'ai jamais vu ça. Donc, il n'y a rien qui nous empêche. Si on était sur du TypeScript, cette fonction devrait faire un return de string. Vous voyez, là, c'est bof. Type annotation can only be used in TypeScript file. Oui, c'est vrai. Là, on a un fichier .js. Mais si c'était un fichier .ts, sur du TypeScript, on allait mettre le type de retour. On allait mettre pour chaque, on allait d'abord déclarer, on allait d'abord, ici aussi, on va mettre le type de paramètre pour dire à quoi ça prend. Mais pourquoi l'avantage de TypeScript sur du JS, c'est justement ça. Aussi, utiliser du TypeScript quand vous le pouvez. Dans vos technologies. Bon, je pense que maintenant, la plupart des technologies, que ce soit React, Angular, Vue, les technologies front utilisent du TypeScript.
c'est pas pour n'importe quoi, c'est juste pour appliquer encore et forcer aux gens d'appliquer ces notions de clean code. Et comme on a discuté la fois passée sur le serveur, tu vois des gens qui vont aller désactiver le fichier tsconfig ou le fichier tslint qui permet de gérer, de rendre strict le TypeScript. C'est-à-dire que même si tu même si tu indentes pas bien ton code, le TypeScript va te générer une erreur. Et donc ça, c'est pas bon. Donc, ce qu'on peut, bon, là, voilà. Ce qu'on peut faire ici pour ce premier code, là, je vais montrer une deuxième implémentation. Et déjà, l'erreur que font plus souvent les développeurs qui viennent de commencer, c'est qu'ils se disent, ils gèrent tous les cas, mais ils ne gèrent pas, comme je le disais tout à l'heure, un code défensif. C'est-à-dire, ils ne gèrent pas les cas qui ne sont pas forcément possibles. Comme là, si on renvoie, si on dit to accounting de undefined. Undefined, c'est vraiment une valeur. Imagine que cette fonction to accounting là était une fonction qui devait être utilisée par une autre fonction. Et cette fonction là, en fonction de ce qu'elle renvoie, c'est ce qu'on va mettre en paramètre ici. Mais si on n'a pas bien spécifié undefined, ici, vous voyez qu'on ne prend pas en compte undefined, on prend en compte que les valeurs négatives et les autres valeurs. Donc, ce qui fait que n.toString dans du undefined, ça va renvoyer une valeur et ça va générer une erreur, ça va throw une exception. Donc, c'est cannot read property to string of undefined, et ce qui est totalement compréhensible. Donc, ce qu'on pourrait faire peut-être pour améliorer ce code un peu, c'est là, j'ai un peu la deuxième amélioration. Là, ce qu'on pourrait faire par rapport, je vais faire ça. Bon, la musique là, ça dérange vraiment. Voilà, là, on a function number to account. Déjà, là, on a changé le nom de la fonction et je l'ai appelé number to accounting string. Voilà, les nombres qui doivent être comptés, mais en string. Bon, c'est beaucoup plus key, mais j'aurais bien pu mettre get absolute value of a number. Et là, on est dans une fonction beaucoup plus claire. Donc là, on a du get absolute genre, je peux faire ça et faire du contrôle F2 sur, comment dire, sur Visual Studio et remplacer tout. Donc là, on a du function get absolute of number, absolute value. Maintenant, là, on a vu que c'est number au lieu de n, ce qui est beaucoup plus clair. Et ce que je peux faire aussi pour m'aider moi-même, c'est de commenter. Voilà, là, déjà, on utilise, il me dit param n et je lui dis que type number. Je lui dis que le type, c'est du number sur JS. Voilà. Returns, il return quoi? Number or string. Et of a number. Voilà. Utilisé pour avoir la valeur absolue d'un nombre. Voilà. Donc là, on a vu sur la deuxième implémentation de cette solution que là, déjà, on a fait quelque chose de beaucoup plus, on a fait ce qu'on appelle une guard clause, mais là, c'est juste une, comment dire, une vérification préalable. Après, on va revenir beaucoup plus en détail sur les guard clauses, c'est quoi. Mais là, on a get absolute value of a number et on a number différent, si number est différent de nul. Donc, si c'est différent de nul avec 2 égales, c'est-à-dire que là, maintenant, si c'est différent de nul ou undefined, il va pouvoir gérer normalement. Et là, on va return en utilisant les strings, comment on appelle ça sur JS? Le string formatting, je pense, c'est comme ça. On les appelle les backticks. Ouais, les backticks, mais non, sur JS, il y a une manière d'appeler. Ouais, string interpolation. Et là, on renvoie $mat.abst. Bon, le dollar là, ça veut rien dire qu'on envoie sous forme de string mat.absolute value de number. Si
le nombre est supérieur à 0, alors on envoie juste le nombre en format toString. Et là, on va voir que si on va, par exemple, si on fait ça, mais cette fois-ci, c'est... Voilà. Là, on voit que undefined est géré parce que égal égale nul avec juste deux égales. Désolé, égal égale nul avec juste deux égales gère aussi le undefined parce qu'il prend nul et undefined comme deux valeurs. Et on voit que là, notre fonction est beaucoup plus compréhensible, non seulement rien qu'en voyant cette fonction-là, on peut comprendre à quoi elle sert, mais on peut encore aller beaucoup plus loin parce que là, on voit que il renvoie quoi? Il renvoie undefined, mais on voit qu'il y a des choses qui restent parce que là, ça peut encore être beaucoup plus compréhensible. Et là, quand j'ouvre le pro.js, voilà. Là, on va ouvrir la version professionnelle. Voilà. Si j'étais un pro, moi, et ça, c'est vraiment, à partir de là, il faut comprendre que dès qu'on commence à écrire du code, on est plus entre les deux là. C'est-à-dire qu'au moment où on pense à implémenter une solution, et qu'on a fait on s'est beaucoup exercé, on sera plus entre les deux là. C'est-à-dire qu'on va écrire du code qui ressemble à du noob, on va pas écrire du code de noob comme ça, mais on va écrire plus entre advanced et noob. Parfois, il y aura des choses, ça va ressembler à noob, il y a des choses, ça va ressembler à advanced, mais c'est comme ça, c'est parce que notre tête est multithread, mais n'est pas multitask. On peut penser à plusieurs choses en même temps, mais on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Donc là, on a notre fonction et ensuite c'est là ça qu'on appelle le refactoring. C'est quand on revient sur le code, maintenant qu'on a notre solution qui marche et tout, on vient pour améliorer le code quand on a du temps. Et améliorer le code, ça commence par se dire déjà, bon, ça, on va refaire la même chose parce que, bon, là, on n'en a plus besoin parce que la fonction là va être beaucoup plus claire. On n'a même plus besoin de ce commentaire-là. Mais juste vu que je n'ai pas utilisé du TypeScript pour spécifier le type d'entrée, là, JavaScript, c'est un langage semi-typé, si je peux dire. Mais là, c'est non typé. Mais bon, avec TypeScript, ça devient typé. Et on sait ce qu'il fait derrière. Là, on a le commentaire d'abord qui va permettre de rendre ça beaucoup plus joli. On a un number to accounting string. Bon, on avait remplacé ça par la même chose. On peut faire la même chose. Ctrl F2 et coller. Et ensuite, on se dit function, if number égale nul, donc return de rien. Effectivement, ça, c'est une fonctionnalité de la langue. Et c'est à ce moment-là, qu'on commence à vraiment, comment dire, accéder à une version, comme on dit, un refactoring avancé, à du code clean. C'est-à-dire que là, tu n'utilises plus même non seulement les concepts de base, c'est-à-dire que tu utilises les concepts même, les fonctionnalités du langage. Là, quand on fait if, c'est ça qu'on appelle je vais le commenter, un guard clause. Voilà. Et il permet de dire quoi? Si tu sais que cette fonction-là ne doit pas s'exécuter quand telle condition n'est pas vérifiée, alors mets cette condition en première ligne et sort de la fonction. Ne teste pas les autres. Et ça rend nos fonctions non seulement beaucoup plus rapides. Pour le moment, on ne s'en rend pas compte parce que ça, c'est une fonction, ce qu'on appelle une demi-fonction. Demi comme D-E-U-M-M-I, Y. C'est une fonction juste faite comme ça pour expliquer. Mais dans le futur, quand on aura une fonction peut-être qui fait des appels API et tout ça, ces temps d'optimisation-là, ça peut beaucoup compter. Et là, on a une fonction if number égale nul, alors return. Et là, il va sortir automatiquement de la fonction. C'est-à-dire si on va rien faire si la fonction, s'il n'y a pas besoin de tester les autres valeurs. Et ensuite, on passe à une deuxième guard clause. Si la fonction est, si le nombre est inférieur à 0, alors on va return ça. Bon, en mettant les parenthèses et on return la valeur absolue du nombre. Bon, ça veut dire que si il arrive là, ça veut dire que si aucun des cas en haut n'est respecté, alors il va faire ça. Et là, vous voyez que si on était vraiment encore, même ici, le code du débutant là, je pense que c'est bien, mais
ça aurait pu être pire si on avait mis des if, else, if, else, if, else. On pouvait mettre if, else, if, else, if, else. Et ces else là, souvent, on ne se rend pas compte que ça sert à rien. Ça sert juste à rallonger un peu notre fonction. Mais là, notre fonction, peu importe le nombre de fois qu'on va revenir dessus, ici, on n'a pas besoin de commentaires. Peu importe ce que je vous... Si vous venez, on regarde cette fonction-là, on sait ce qu'elle fait. 10 ans après, si on revient, on sait ce que fait cette fonction. Et c'est ça, un peu, la notion du clean code. Encore une fois, le clean code, ce n'est pas une manière d'écrire, non, c'est une manière de penser, une manière de voir le code. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as mis ici if number égale nul, return rien, que vraiment tu as écrit du clean code. Non, non, c'est la manière dont tu as pensé tout ça. C'est ça qui fait le clean code. Et là, on voit que si on exécute la version pro, voilà, il fait exactement la même chose que derrière, mais je suis sûr que si on avait fait un test de performance, la version Pro serait largement plus rapide que les deux premières versions. Et ça, c'était ce qui, pour la logique, en quelque sorte. Donc, pour la logique, c'est les deux choses à respecter. Et là, on va parler aussi de ce dont je vous parlais, du Git. Pourquoi j'aime bien cet éditeur de texte-là qui est Visual Studio Code, c'est parce que c'est excellent. Microsoft, ils ont fait du bon boulot. Ils ont acheté. Bon, comme l'a dit un peu Fireship, maintenant je travaille sur Windows qui contient du Linux. Je travaille sur VS Code qui appartient à Microsoft. Je travaille sur Git qui appartient à Microsoft. Je travaille avec TypeScript qui appartient à Microsoft et je télécharge des paquets NPM qui appartiennent à Microsoft. Bientôt, tous les développeurs vont appartenir à Microsoft. Mais juste pour vous montrer, on aurait pu faire par exemple là, si on fait un git status, bon, peut-être on remonte de 2 cd ... et on fait un git status. On voit qu'on n'a rien commité, on n'a rien add. Les fichiers sont untracked. Maintenant, si on voulait par exemple, si on veut utiliser un workflow vraiment optimisé avec des commits dignes d'un professionnel, des commits vraiment clean, je vous conseille un plugin à tous. Peut-être après je vous mets le lien, ça j'ai oublié, mais un plugin qui s'appelle Conventional Commits. Conventional Commits. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il te montre, il te guide, il va te faciliter à faire des commits conventionnels, c'est-à-dire des commits qui suivent la norme ou les recommandations internationales de commit. Parce que même faire un git commit, il y a des normes, il y a des règles à suivre. Là, vous allez voir que quand je vais faire un commit, j'ai la possibilité de choisir qu'est-ce que je commit. Là, c'est la première partie du commit, c'est-à-dire dire à quel, comment dire, de quoi s'agit ce commit-là? Il s'agit d'une nouvelle feature, d'un bug fix ou de quoi? Bon, là, je vais me dire un nouvelle feature. Et le scope, c'est le projet dans lequel, par exemple, si tu avais ouvert dans le même projet-là, le front et le back, tu peux dire ce commit-là appartient au front. Et ça, c'est ce qu'on va faire. On va dire que, bon, main app, on va l'appeler main app clean code. Et on peut avoir plusieurs scopes, c'est-à-dire. Et là, je vais choisir l'emoji qui correspond un peu au commit. Et là, je vais dire que bof, c'est du introduce new features. Et on va dire que, bon, starting project and finished logic. Là, je ne décris pas trop. Ça, c'est juste l'entête du commit. Ensuite, là, dans description, tu peux aller vraiment plus loin. Tu dis que par exemple, on a créé le projet. Ensuite, on a implémenté la première partie qui est la logique, par exemple. Point. Il dit que si ça a créé des changes ou des issues, si on avait d'anciennes issues qui ont été closed par ce changement-là, je lui dis non. Et automatiquement, ce que vous allez voir que, par exemple, bon, là, il va faire un add, il va double track tous les files. Et là, vous voyez, tout ce que j'ai écrit, il a écrit ça en commit conventionnel. Et ça, c'est ce qui est recommandé, au fait, par les développeurs et par les normes internationales et par Git, par un Git workflow.
C'est-à-dire qu'un commit, c'est comme ça que ça se fait. Et là, quand je fais un commit, bon, là, il va d'abord add tous les files et tout ça. Mais après, si je vais dans le Git, bon, là, maintenant, j'ai le GitHub Desktop pour pouvoir suivre rapidement les fichiers. On va voir un peu. Il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Voilà. Bon, peut-être je fais ça d'abord. Je lui facilite un peu la tâche. Ouais, ça c'est évident. OK. 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 Donc là, je comprends le problème. C'est quoi? Il est en train d'ajouter tous les fichiers. Donc, on va le laisser tourner, évidemment, derrière. Et après, on va aller pour voir comment ça va faire le commit derrière sur GitHub. Bon, là, j'ai le GitHub Desktop qui va se lancer. Donc, après, on va aller à la deuxième étape qui est les variables manipulation. Comment il faut manipuler les variables. Là aussi, on a un autre code. Vraiment, dès qu'on regarde le code, on sait par la fonction, là, le gamin, il a fait beaucoup plus d'efforts. Il a dit que la fonction, c'est calculé total. Donc, il prend un item. On ne sait pas item, c'est quoi. On ne sait pas option, c'est quoi. Mais en tout cas, à la fin, il retourne un certain T. Et ça, on le fait tous. On déclare un T, let T égale 0. On fait item.for each il fait item.price fois item.quantity. Il fait le prix fois la quantité. Ensuite, on ne sait pas ce qu'il fait ici. Et ensuite, il return un certain T. Là, il a déclaré un test item. Donc, il a des items. Prix et quantité, prix et quantité, prix et quantité. Prix et quantité. Ensuite, là, on voit qu'on va faire console log, calculer total. Bon, on va faire une série de console log. Et ensuite, on va tester. Donc là, si je vais tester d'abord le noob, celui du noob, ce que ça fait. Et non, CD, c'est lequel? Voilà, variable manipulation et node. Noob, voilà. Voilà. Déjà là, donc d'abord, on va essayer de déterminer que fait cette fonction. Cette fonction prend en quelque sorte des articles. Et ensuite, on lui donne aussi des options. Il a fait quelque chose d'hyper cool, c'est-à-dire qu'au lieu de dire de mettre en paramètre tous les paramètres possibles pour la fonction, il a mis ce qu'on appelle des paramètres composés. Donc, un objet en tant que, oui, c'est un objet en tant que paramètre. Là, il lui a donné une liste de prix, une liste de et ensuite, il a fait le test. Il lui a donné certaines options. Par exemple, là, on suppose que c'est le shipping cost, c'est-à-dire le coût de livraison. Le discount, c'est la remise. Et ensuite, le coût de livraison encore. Mais là, on voit une erreur que souvent on fait, nous les débutants. C'est-à-dire que, par exemple, là, il y a une première chose avant de venir sur les autres erreurs. Il a mis option.ship or 5, c'est-à-dire que là, il prend option.ship. Si ça existe, il le prend. Si ça n'existe pas, il met automatiquement 5. Mais ça, c'est ce que j'ai souligné ici. C'est vraiment stupide parce que quand tu mets 0 à ship, par exemple ici, il va prendre 5. Parce que 0 or retourne toujours l'autre valeur. 0 or est égal à 0 or, par exemple, x retourne toujours x. En programmation. Et ça, c'est vraiment idiot. Parce que là, vous voyez que, par exemple, ici, je n'ai pas mis d'item. C'est-à-dire que même si c'était un site de e-commerce et que je viens, je mets un élément sur mon article, sur mon panier et que j'enlève l'élément, on va par contre toujours me facturer. Donc, vous voyez ces petites erreurs de programmation-là, l'impact que ça a sur un gros système. Donc là, on a mis des items vides et vous voyez que pour le premier console log, il m'a facturé 5. Ce qui est vraiment pas normal. Ensuite, on a mis ici aussi des options vides. Il m'a facturé 82. Alors que j'ai pris un article, il m'a facturé 82. Parce que option.discount, bon là c'est normal. La ship c'est 0.
Voilà, c'est là que c'est pas normal. Pour le deuxième, ship c'est 0. C'est-à-dire qu'on n'a pas de frais de livraison. Et par contre, il me facture toujours 82, ce qui n'est pas normal. Alors, ce code-là, vraiment, pour pouvoir améliorer ça, il va falloir qu'on passe d'abord sur les variables. Donc là, vous voyez que même avant que je commence à parler, vous voyez qu'est-ce qui ne va pas sur ce code-là. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas. Au fait, un code, il ne faut pas être flexible avec. Quand un code, il est mauvais, tu sais, il ne faut pas te dire, ouais, je comprends. Un code, ce n'est pas parce qu'il est compliqué qu'il est génial. Non, non, c'est parce qu'il est compliqué qu'il est con. Un code, il doit être très simple. Là, on a fait une chose. Donc, je vais mettre les deux côte à côte. Voilà, on va faire ça. Voilà, là, vous voyez ce dont je parlais, Daouda. Maintenant, il a fait le changement, il a committé les changements. Maintenant, je peux faire un push. Maintenant, ce qu'il va push, c'est les anciens changements que j'avais fait. Le commit récent. Et quand je vais dans... Bon, je vais aller directement sur GitHub, je pense, là, maintenant. Voilà, sur le GitHub de Clean Code. Là, vous voyez la manière dont il a fait le commit. Il a dit que c'est un features, on a un nouvel features. Et là, directement, dès que tu viens sur le GitHub du projet, tu peux savoir la dernière chose qui a été faite. Si c'est un features, si c'est un bug correct, si c'est un fix, si c'est, tu peux savoir qu'est-ce que c'est et savoir le résumé. Ensuite, quand tu cliques sur le commit, même GitHub, il détecte que là, tu as utilisé un commit de workflow. Il te met directement la description. Regarde bien. Il ne l'affiche pas là-bas, par contre. Mais là, il met la description. C'est que GitHub a détecté que toi, ton commit, c'est un commit conventionnel. Il dit, on a créé le projet, ensuite, on a implémenté la première partie. Et ça, il n'y a pas plus cool. Imaginez-vous, à chaque fois, on est là à se prendre. Quelqu'un, il fait un commit, il appelle ça un commit 199 800. Toi, tu sais pas qu'est-ce que ça signifie. Tu lui dis, qu'est-ce que tu as fait la semaine passée? Déjà, toi, hier, ce que tu as fait dans ton code, tu as oublié. Quand on te demande un commit à quoi ça sert, vraiment, tu oublies. Alors que souvent, maintenant, ce qu'on fait, c'est que je pouvais attendre à faire tout ça, par exemple, faire toutes ces implémentations et ensuite committer. Et ça, c'est pas bon. Un commit, il faut toujours les séparer. Comme on dit, les separation of concerns. Parce que si tu regroupes plein de modifications et que tu les commites en une seule fois, c'est pas bon. Alors là, je vais accélérer un peu pour le temps. Là, ce qu'on a fait en premier lieu, c'est que les trucs comme 5, comme 0, où on ne sait pas c'est quoi, à quoi ça sert, on les a automatiquement mis en tant que constante. Et ça, c'est la chose qu'il faut forcément faire. Quand vous avez des trucs donnés comme ça, ou par exemple, souvent ce que j'ai fait hier, juste hier, dans un projet sur lequel je bosse, au lieu de, je faisais par exemple array de 5, par exemple, ou array de 8. Je dis récupère-moi la variable de array.8. Par exemple, quand je fais un appel d'API et que l'API me renvoie des données, ce que je fais, c'est que je lui dis, la donnée à la case 8, prends ça et affecte ça là. Mais moi-même, quand j'étais en face du code, je me dis que si demain je reviens et que je vais me demander, mais case 8, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi ne pas mettre une constante qui va s'appeler, par exemple, l'emplacement de la valeur, par exemple, emplacement des dates de naissance dans l'array de l'API, mais en plus court, et ensuite dire 8. Par exemple, là, on a tax rate. Là, on sait directement 1.1 à quoi ça correspondait, parce que là, on avait 1.1, on ne savait absolument pas à quoi ça sert. Là, on sait que 1.1, c'est la TVA. Shipping, default, ça, c'est 5. C'est-à-dire que par défaut, le coût de livraison est de 5. Là, le code, il est vraiment plus clair. On se sent à l'aise. Et là, on a fait un guard clause, si vous n'oubliez pas. Si l'item est nul ou que l'item .length, c'est-à-dire si on n'a pas donné de produit, si on n'a pas donné de produit ou d'objet en paramètre ici, alors on sort directement de la fonction. Il n'y a pas besoin d'exécuter ou de tester ou de faire quoi que ce soit. Là, ensuite, on déclare une variable totale au lieu de t. Ensuite, on fait un item.forEach. Ça, c'est juste un forEach ou un for off, en quelque sorte, en version fonction fléchée. Bon, c'est du JavaScript, quoi. Total plus égale item.price fois item.quantity. Là, on comprend. Là, on comprend. C'est la quantité fois le prix unitaire. Là, on comprend. Et après, on fait total est égal à total moins total fois option.discount. S'il y a des options, s'il y a une remise, alors tu prends la remise. Sinon, tu prends 0.
S'il y a total fois tax rate, tu mets la TVA. Et ensuite, si option.shipping, si c'est différent de 0, alors dans ce cas-là, tu mettras shipping. Sinon, tu mettras default. Ensuite, tu return total. Là, notre code est beaucoup plus compréhensible. Et là, on est tout certain que si on exécute ce code-là, là, ce problème qu'on avait là de commander quelque chose, là, on voit que tout change. Et quand on commande rien, il ne fait rien. Mais quand on commande quelque chose, là, on voit qu'on a des choses sur notre, comment dire, sur notre console log. Mais là, ça peut être encore meilleur. Encore plus mieux. Ça peut être encore meilleur parce que là, on peut utiliser une version plus avancée, plus factorisée de cette fonction. C'est-à-dire que là, c'est la même chose quasiment. On a en quelque sorte, notre guard clause. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé du destructuring. Donc ça, c'est une fonction, comme je t'ai dit, à chaque fois dans la version refactoring avancée, dans la version du clean code, on essaie d'utiliser les fonctionnalités déjà intégrées dans le langage, c'est-à-dire les fonctionnalités du langage. Là, c'est un algorithme pur et simple, mais là, on utilise ce qu'on appelle du destructuring. Donc ça, c'est disponible sur ECMAScript. Et là, on lui dit que on s'assure qu'on va travailler avec, si ces valeurs-là sont là, oui, tant mieux. S'ils ne sont pas là, on va s'assurer qu'on a au moins ces options-là. Donc, ça va les rendre facultatives. Là, on a item cost. Là, on a utilisé, comme vous voyez encore, items.reduce, qui permet de réduire un array à une seule et une valeur. Donc, ça va louper bon, là, je mélange l'anglais et le français. Ça va boucler sur les éléments, une à une, jusqu'à ce qu'il ait l'élément de base que tu vas lui spécifier. Là, je lui dis que pendant que tu vas louper sur les items, tu prends une variable totale, sera égale à item. Total et item, tu les prends en paramètre, et tu return total plus item.price fois quantité. Voilà. Ce qui va faire qu'à chaque fois qu'il va avancer, il va prendre l'item en cours, son prix et sa quantité. Il ajoute ça au total précédent. Ce qui fait que quand on va sortir de ce item.reduce là, on aura ici directement la quantité. Et ça, c'est une fonctionnalité de JS. Donc, ça existe sur d'autres langages, peut-être d'autres alternatives. Mais là, comme je vous ai dit, quand on est vraiment dans le refactoring avancé, là, on commence à utiliser les concepts du langage, les méthodes du langage. Et là, on voit qu'on fait on applique le discount, c'est-à-dire la remise, le taux de remise, voilà, 1 moins discount, ça va nous faire 0 point quelque chose. Après, on fait un return de tout ça. Et là, notre code devient beaucoup plus concis, beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus clair. Parce que si ici, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, ce sera item.reduce. Et là, tu vas directement aller rechercher item.reduce, ce que ça va faire. Ou si toi, le développeur, tu es bien gentil, tu vas faire un commentaire. C'est dans ces cas-là qu'un commentaire est utile. Tu lui dis ce à quoi ça sert et pourquoi tu l'as fait comme ça. Le destructuring, c'est quelque chose que tout le monde peut-être ne connaît pas. C'est là que le commentaire il va être utile. Tu lui dis que cette fonction calculatrice totale, il fait ça en prenant un paramètre destructuring parce que tu expliques. C'est là où un commentaire il a du sens. Et là, quand on va compiler aussi, ça va marcher nickel. Donc ça, c'est en ce qui concernait les manipulations de variables un peu. Donc là, on va passer au plus difficile, c'est-à-dire les asynchrones. Ça, la programmation orientée asynchrone, pourquoi j'ai choisi même, normalement, c'est ici qu'on devait se limiter, variable manipulation, et après, je devais vous laisser, par vos propres moyens, découvrir comment améliorer votre propre code. Et pourquoi je suis venu un peu à l'asynchrone, c'est parce que ces temps-ci, ça pose énormément de problèmes dans la communauté JS et vraiment, chacun implémente sa méthode comme il veut. Par exemple, ici, on sait que JS, par exemple, de plus en plus de technologies sont asynchrones et JS en fait partie. JS est une technologie asynchrone, c'est-à-dire qu'il n'effectue pas forcément les tâches séquentiellement, comme le fait PHP, où il
effectue ligne par ligne. JS peut effectuer la première ligne, aller effectuer la ligne 8902, revenir effectuer la ligne 204, ce qui rend dingue certains développeurs parce que la plupart des développeurs comme nous, on a commencé par C, C++, après PHP et tout ça. Donc, on a toujours programmé en se mettant dans la tête qu'on était synchrone, que ça va se passer séquentiellement. Alors que ici, ce n'est pas forcément le cas. Lui, il exécute, il dit que bon, pendant le temps que ça fait ça, moi, je vais aller faire ça. Et souvent, pour éviter ça, on est pris dans les, par exemple, .n ou bien dans les ça là, les fonctions imbriquées. Là, on a une readline interface. Donc, ça, c'est juste, on a require readline qui est un module comment dire, de Node qui permet de lire une ligne. C'est un peu comme le input stream. Et là, input, output, voilà, vraiment, ça, peut-être vous allez aller rechercher. Et là, on fait un readline.interface.question. On demande une question, on attend que l'utilisateur saisisse une variable. Il saisisse une valeur. Dès qu'il va saisir une valeur, on va mettre cette valeur dans name. Ensuite, on passe à la deuxième question. Vous voyez que c'est des fonctions qui s'imbriquent. À la dernière question, ensuite, on va faire un console.log. Souvent, c'est ce que font les développeurs quand ils font des appels d'API. Souvent, quand les développeurs ne savent pas comment attendre un appel d'API, surtout sur Angular, ils font quand ils subscribent à l'observable, c'est là-bas qu'ils vont relancer l'appel de la deuxième API. S'ils veulent que les API soient séquentielles. Et ça, vraiment, c'est compliqué. Maintenant, comment améliorer ce code-là? On va aller très, très vite. Parce que là, je pense que le temps, là, il file. Mais bon, vous allez comprendre que aussi, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Donc là, on peut... Tu dis, Daouda? Allô? Allô? Daouda, tu m'entends? C'est bon. Ah. Bon, ça avait coupé, quoi. Ça avait coupé à mon niveau. Je ne sais pas si c'est... Okay. C'est bon, c'est bon. Donc, je dis que là, je vais un peu accélérer pour le temps. Je pense que... Mais les gens vont comprendre que il y a beaucoup de choses à dire. Donc, là, on a par exemple, la version avancée de l'implémentation. Les async await. Les gars, ça peut paraître un peu diable, mais c'est vraiment incroyable, les async await. C'est juste que parfois, on ne sait pas comment trop bien les utiliser. C'est-à-dire que même en utilisant les async await, encore une fois, ce qui nous bloque, c'est que nous, on pense toujours synchrone. Alors que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, on voit que les enchaînements qu'on fait de quand c'est fait, ensuite tu fais ça, quand c'est fait, ensuite tu fais ça, on peut faire ça par juste une fonction async await. Là, j'ai enlevé les trucs, les commandes pour qu'on puisse voir. On va faire const name est égal à await de la fonction ask question. Et pour pouvoir utiliser await, il faut fonctionnement que ça soit dans une fonction async. Et ce que va faire JavaScript, il va se dire name, donc là, sa valeur prend ask question, ce qu'il renvoie. Et là, donc, ask question devient ce qu'on appelle une promises. C'est-à-dire une valeur qui sera disponible dans le temps. Donc là, on lui donne readline interface et la question. C'est-à-dire c'est un peu une injection de dépendance. Et ensuite, à la fin, tu fais un console log. Et ça, c'est quasiment un code séquentiel, c'est un code synchrone, ça. Derrière, ce qu'il fait, c'est que cette fonction, c'est une fonction normale, mais ce qu'il fait, il return un new promises et il fait un resolve. Resolve, c'est quoi? Il va renvoyer, dès que la valeur là sera effectuée, dès que cette ligne là sera effectuée, il va faire un resolve. Bon, souvent, resolve, on peut mettre aussi resolve, virgule, et après, bon, le resolve, c'est là où est-ce que ça se ferme. C'est là, on peut mettre un virgule R, voilà, et faire la même chose, quoi. Voilà. Bon, console R et faire la même chose, mais bon. On peut faire voilà, ou reject. Voilà, c'est resolve et reject souvent qu'on utilise, mais bon, on peut utiliser n'importe quel nom. Et il faut savoir que c'est juste un callback. Dans la première partie, on aura la valeur quand c'est done. Là, dans la deuxième partie, en cas d'erreur. Donc, resolve va renvoyer la valeur quand au moment, c'est-à-dire de la promesse, de la promesse, si on peut le dire en français, quand ce sera disponible. Et donc là, on a exécuté la fonction main.
Donc, je vais tester les deux. Bon, de toute façon, ça va fonctionner pareil. On sort d'un, on remonte, on CD. Voilà, async. On va exécuter le noob. Voilà. Il va me demander mon nom, orbite, mon job. Je suis quoi? Je suis un chômeur, peut-être. Bon, attends. C'est pas sûr. Si je mets ça et que Joe, il décide demain que je sois chômeur, c'est pas sûr ça. Je vais dire que je suis un bot. Et how old are you? I'm 22. Voilà, là, il fait ça. Et dans la deuxième, quand je fais un node de la version async, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose, mais dans l'implémentation, c'est pas du tout la même chose. Parce que ce code-là, vraiment, ici, on n'a que 3 questions et tout ça, ou 3 appels d'API, c'est normal. Mais dans une application, on n'a pas que 3 appels API. On peut faire autant d'appels, des cinquantaines de requêtes par application. Et ça, là, on ne peut pas faire ce genre de code-là, qui va être un peu du code en escalier. Ça, plus on y va, plus ça descend. Et si un élément bloque entre les deux, justement, si un élément bloque, c'est-à-dire si une requête API bloque, c'est-à-dire si ici on avait une erreur dans job, H ne va pas s'exécuter. On veut que ça soit synchrone, c'est vrai, mais on veut aussi que le processus continue. Donc, c'est d'où l'intérêt de faire ça. Ici, tu peux faire un test et dire que si job n'est pas égal à ça, alors tu vas générer une erreur, mais n'empêche, l'application ne sera pas bloquante. Donc, on pourra continuer à faire l'appel sur âge, sur name et tout ça. Donc, là, on a exécuté la fonction main. Donc, la version beaucoup plus avancée de ça, ça va devenir une version pro de ça. La version pro de ça, ce sera déplacer en quelque sorte l'appel. Là où ici, on avait dans la version advanced tout mis ici. Là, ce qu'on va faire, là, le problème, c'est que l'injection ici qu'on a fait n'est vraiment pas efficace. À chaque fois, on passe read inline interface. Déjà, c'est lourd. On le passe à notre fonction là, qui va lui ensuite effectuer cette action-là. Ça, c'est vraiment pas efficace parce que readline interface, c'est juste un module. Et un module, c'est un module tierce. Et demain, si on remplace ce module readline là par un module, peut-être un nouveau module qui sort, qui s'appelle input, là, on aura un problème parce que si on avait utilisé ça dans 50 fonctions, il va falloir repasser dans 50 fonctions et leur dire non, non, tu fais pas read inline interface, mais tu lui passes plutôt le module input. Et ça peut casser cette fonction-là, sachant qu'il dépend fortement de read inline interface. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on fait ask question et on lui passe directement what is your name. Ensuite, on fait un console log. Ensuite, on appelle main. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un fichier secondaire ou un module qui, lui, ce qu'il fait, c'est que c'est lui qui va importer readline, mais il le passe à une seule fonction. Et cette fonction fait ce qu'on appelle de l'abstraction. Ce qui fait que demain, si on change ce module-là, on peut changer un module input, on change juste son implémentation dans cette fonction-là. Mais ici, toutes nos fonctions qui vont faire des appels à API, ils s'en foutent de par exemple, quel pilote ou quel driver de base de données tu utilises. Peu importe ce qui se passe, ce module-là, il est exportable de 1, il est scalable de 2, et il est fonctionnel, peu importe les cas de figure. Donc là, si on teste, on aura la même chose. C'est la peine de tester, on ne peut pas assez vraiment. Donc je passe, parce qu'on n'a pas le temps. Peut-être lorsque vous aurez le truc, on va tester. Et là, c'est à ce qu'on appelle les fat functions. Ça, allô, oui. J'espère que vous m'entendez. Oui. Salut monsieur, comment vous allez? Bien, et vous? Ça va très bien. Je compte vraiment te féliciter pour cette très bonne présentation. Parce que je suis même ému quand je vois quelqu'un, je ne sais pas si tu es jeune, mais franchement, l'éducation, en même temps d'être développeur, c'est pas facile d'expliquer ce qui
concrètement ce qui se passe derrière, quoi. Je tiens vraiment à te féliciter, hein, mais t'encourager en fait de continuer sur cette lancée. En fait. Juste là, le dernier exemple que tu as montré, je pense que il faut tu peux retourner. Sur l'asynchrone. Exemple là, oui, les trucs de asynchrone. Exactement. Donc, tu as déjà développé sur Angular. Oui, j'ai déjà développé JavaScript. Ok. Je vais tous. Ah, ok. J'y reviens là. Je vais l'ouvrir encore. Et dans quelle version? La version noob ou avance ou la version pro? C'est juste une petite suggestion que je voudrais faire parce que là, par exemple, là, je vois, là, tu as créé une fonction main qui fait trois instructions asynchrones. En fait. Donc là, c'est une fonction main et la fonction main, c'est une fonction asynchrone. C'est normal parce qu'il y a des await dedans. Maintenant, quand tu appelles à la ligne 13, la dernière ligne. Oui, la ligne, voilà. Il te faut mettre le truc en await aussi. Si, par exemple, il y avait des choses qui viendraient après, en fait. Je ne sais pas si tu m'as... Là, j'ai vu que tu as juste mis un mais. Exactement, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Je comprends parfaitement. S'il y avait d'autres fonctionnements encore, JavaScript pourrait delayer, faire ce qu'on appelle le delete. Il pourrait déférer l'exécution du main. C'est-à-dire que le main peut être synchrone, mais ici, quand on va faire l'appel du main, il pourrait faire le main en asynchrone aussi. Exactement. En fait, la règle, c'est dès l'instant que tu crées une fonction avec async, quand tu l'appelles, il faut vraiment mettre le mot-clé await, quoi. Il ne faut pas oublier ça. Et dans ce cas-là, si tu le fais aussi, ça créerait des problèmes. Bon, je vais peut-être je vais revenir parce que dès que je termine avec le fat function, je vais ouvrir juste un projet Angular et je vais montrer maintenant l'implémentation dans un cas réel de cela. Non, c'est magnifique, nice. Exact. Donc là, j'accélère juste je vais vraiment accélérer pour qu'on puisse voir ça vite fait. Là, on a une fonction, ce qu'on appelle les fat functions, une fonction à tout faire. On a ce dont je parlais tout à l'heure, une fonction save user. Qu'est-ce qu'il fait? La fonction, il fait la validation, si user.username, il fait l'erreur.push. Bon, il met dans un tableau d'erreurs toutes les erreurs. Ensuite, il fait un save user. Ce qui fait que si on exécute peut-être cette fonction, je vais l'exécuter. cd, ça, function, node. Voilà. Là, il me dit username is required. Mais ça, c'est bien. Mais c'est aussi mauvais parce que c'est pas ce qu'on veut. Dans ce cas de figure-là, on a une fonction save user qui fait tout. Il sauvegarde l'utilisateur, il fait le username. C'est pas forcément là. C'est que ça, en tant que développeur, on a tendance à vouloir faire ça, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut tout le temps essayer de trouver une alternative à ça. Et l'alternative à ce genre de problème-là, c'est de trouver une fonction, c'est d'éclater cette fonction, forcément éclater, cette fonction, comment dire, save user en deux fonctions distinctes. Comment tu le fais? C'est-à-dire que là, on va d'abord avoir la fonction save user qui ne va faire que ce pourquoi il a été créé et pourquoi explicitement ce pourquoi on l'a appelé save user. C'est-à-dire, il sauvegarde un utilisateur. Donc, au lieu d'être un gros module, il va être une fonction comme une fonction doit être. Juste faire une fonction. Donc, là, ensuite, on éclate les autres. Validate user, qui va return, ça, c'est les spreads, ce qu'on appelle le spread. Il prend ça de users. Voilà, c'est ça. Et il fait un validate username de user.username. Ensuite, validate password. Voilà. Il va faire la on a une fonction qui fait la vérification du username.
Donc, il va faire, si le username n'existe pas, alors il va faire username is required. Si c'est nul ou que c'est inférieur à 3, il va faire une validation, quoi. Et là, quand on teste const user égale wds et password, d'abord, on voit que, par exemple, dans ce fichier-là, si on exécute, au lieu d'aller faire directement save user, on va nous-mêmes d'abord faire une validation. C'est-à-dire, c'est la validation qui va appeler ensuite la sauvegarde de l'utilisateur. Et là, après, on va faire save user. Mais encore ça, on peut faire mieux. Utiliser ce qu'on appelle éclater en quelque sorte encore la fonction et c'est ce avec quoi je vais finir. Déloger un peu le fonctionnement. Là, la fonction save user, bon, je vais comparer les deux, ce qu'on avait avant, ce qu'on a maintenant. Avant, on avait save la grosse fonction save user qui fait tout. Là, on lui donne juste un utilisateur et c'est lui qui fait tout. Ça, c'est pas bien. Il faut soit faire de l'ISP, c'est-à-dire créer une interface qui va te lister les choses à faire avec un utilisateur, ou bien faire le SOC, la séparation des concerns. Là, save user va créer un utilisateur ou bien update un utilisateur. Ça, c'est simple. La fonction validate user, on a recréé un autre module. C'est-à-dire quand on voit qu'une chose devient un peu compliquée ou un peu bizarre, par exemple, comme ici où on faisait la validation 1 à 1. Si demain on a utilisateur à 17 champs, il va falloir faire tout ça. Au lieu de faire ça, franchement, on crée ce qu'on appelle un helper dans ce cas-là. Et le helper, là, on a modifié en quelque sorte, on a créé des objets, un objet de validation. Ce qu'on lui dit, c'est que le champ username, on lui donne des règles. Ensuite, error, c'est égal à validation message, là, et return tout ça. Je vais y revenir tout de suite, hein, je sais que je vais trop vite, mais on a déplacé tout ça dans un fichier. Bon, il faut savoir que aussi, c'est pas parce qu'on écrit du clean code qu'on n'aura pas un code qui peut être parfois compliqué, un peu compliqué à comprendre. Mais tout ce qu'on dit, c'est que le code, même si, parce que parfois, c'est pas le code qui est compliqué, mais c'est la logique qui est compliquée. Et quand la logique est compliquée et qu'on la décompose à des atomes, à son unité atomique, à de petits modules, il devient plus facilement compréhensible parce qu'on assimile bloc par bloc. Là, on a un validation message. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'il récupère la validation et l'objet. Il va parcourir l'objet en quelque sorte et il va regarder les champs, les propriétés. Il va regarder s'il y a required. Alors, il va en quelque sorte voir si il a validé le required. Si il a validé aussi le requirements.length, si on lui a donné une longueur à valider dans les règles. Ce qui fait que cette fonction-là, tout ce qu'elle fait, c'est qu'en fonction des règles qu'on lui a données, il va vérifier si l'utilisateur, si les champs saisis respectent cette règle-là. Ensuite, là, on a nos fonctions de validation, validate length, qui lui va regarder si, qui va recevoir la valeur à valider et la longueur à valider. Lui, il va regarder si la valeur qu'on lui a donnée respecte la longueur. Et lui, il va regarder si la valeur est requise. Donc, ce qu'il va faire, c'est est-ce que la valeur existe. Et là, on a la fonction qui print les erreurs en cas d'erreur. Et là, on a exporté ce module-là sous forme de 2 fonctionnalités. Et là, c'est ce qu'on a utilisé. On a pris validate user, on lui a donné user pour qu'il fasse la validation. Ensuite, on a fait erreur est égale à validation message. On a lancé la validation sur l'utilisateur en lui donnant validation comme la validation. Et ensuite, là, tout ce qu'on a fait, c'est très simple. On a ID, on a username, on a password. On lui a dit valide, const errors, virgule valide est égal à validate user de user. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la validation de l'utilisateur. Et ensuite, ce que cette fonction nous renvoie, c'est l'utilisateur et les erreurs. Donc, valide, c'est quand c'est valide. Et erreur, quand il y a erreur, quoi. Ensuite, si c'est valide, sûrement ce sera true. Alors, on valide
on sauvegarde l'utilisateur, sinon on affiche les erreurs. Et là, si on exécute un peu notre... je sais que là, je vais trop vite. Mais bon, c'est après, lorsque vous allez avoir à disposition le... Bof, là, c'est vrai. Il a fait un update. Là, c'est vrai. Donc, en quelque sorte, c'était un peu ça, la présentation sur le clean code. Moi, de toute façon, je vais push ça et après, je vais faire un peu de nettoyage avant de faire le push en quelque sorte. Et encore une fois, n'oubliez pas le VCS, le Conventional Commit, qui va nous permettre de, en quelque sorte, un new features, main app, dans main app, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté de nouvelles fonctionnalités, on va le dire. Finish it. On peut ne pas prévoir, voilà. Donc, en quelque sorte, c'était un peu ça, la présentation. Donc, je vais juste vous montrer deux choses, deux projets. Par exemple, juste pour qu'on ait une vision, comme l'a dit notre intervenant passé, deux projets sur Angular, juste pour voir si on applique toutes ces normes-là, si on commence à penser comme ça, comment ça peut impacter sur notre développement. Je vais vous montrer deux projets. Bon, l'un des projets, c'est pas un projet open source, c'est un peu confidentiel, mais bon, on y va. Il n'y a rien de méchant. Donc là, on va un peu voir on va tout réduire. Déjà, comment ça a impacté le développement sur Angular. Voilà. Là, c'est par exemple, là, je vais vous montrer ça. C'est un projet quand je commençais à développer sur Angular, comment je travaille. Là, on a la hiérarchie de base de Angular. Et là, on a un app, bon, le dossier application. Et on a tous nos components. Donc, de base, de départ, c'est comme ça que je développais. Il faut savoir que même la hiérarchie de votre code, c'est-à-dire la structure des dossiers, fait partie du clean code. Et ça, c'est vraiment tout sauf organisé. Imaginez un projet qui doit gérer 1 million des centaines de modules. On aurait des centaines de modules différents. Par exemple, le module administration, le module gestion des ventes, le module gestion des clients. On aurait tous leurs modules éclatés comme ça dans app. Et dans service, vraiment, ça ne respectait pas les trucs. Voilà, là, je retourne un to promises. Et là, dans add user, par exemple, qu'est-ce que je faisais? Je faisais this.user. Voilà, c'était vraiment pas du bon code et une bonne hiérarchie. Maintenant, quand je suis passé à plusieurs projets sur Angular, quand je suis passé à un projet d'entreprise, d'envergure entreprise, qui doit gérer toute une entreprise, là, vous voyez, dans APP déjà, on a une hiérarchie beaucoup plus organisée. Là, on sait qu'on a nos components, nos configurations, nos entités, nos erreurs, nos helpers, nos modules, notre sécurité, nos services. Donc, ça peut être banal, mais c'est des choses qui font beaucoup de différence, même quand il s'agit de JS. Et parce que moi, je suis contre tout ce qui disent que les projets JS, JavaScript, c'est pas... Non, JavaScript, en ce moment, c'est utilisé en milieu d'entreprise comme des logiciels vraiment très performants, ultra performants et qui répondent à des besoins très spécifiques et très qui avant se faisaient avec des technologies très comme Java et tout ça, mais qui maintenant se font avec JavaScript et qui parfois, il y a beaucoup qui pensent que JavaScript est très laxiste, mais ça c'est juste parce que c'est toi qui penses comme ça, mais JavaScript peut être vraiment très performant en milieu d'entreprise. Là, par exemple, dans Components, on a mes components, on a mes vues. Les UI elements, c'est souvent ce que j'appelle comme tout à l'heure, les modules portatifs. Quand j'ai quelque chose, un component, par exemple, qui doit être utilisé dans plusieurs autres components, comme un filtre ou un subheader ou bien un navbar, par exemple, ou quelque chose qui doit être utilisé, une fonctionnalité qui agit comme un component qui doit être utilisé un peu partout. Là, on a des layouts, c'est-à-dire, et aussi, on a des modules. Bon, c'est un peu bizarre, là où je l'ai mis. Mais voilà, là, on a aussi des modules, c'est-à-dire que
dans le système, on a le module admin, le module, et chaque module a son propre thème, ses propres classes, il a tout séparé. Et dans Angular, souvent, on ne le fait pas souvent, mais il y a ce qu'on appelle la modularisation qui permet de, par exemple, là, dans mon app module, vous voyez que j'ai que 3 modules, c'est-à-dire les modules qui n'ont pas besoin de connexion, qui n'ont besoin de rien. Mais par contre, dans mon module d'admin, par exemple, j'ai pas mal de modules ici. Et ce qui fait que tu n'as pas qu'un seul fichier app.module, mais tu as plusieurs fichiers .module.ts et chaque .module.ts gère un module complètement différent du système. Ça l'isole complètement du système. C'est-à-dire que même si demain, j'ai décidé d'enlever tous les autres modules du système, le système va fonctionner parfaitement. Pour le service, pour le département, par exemple, comptabilité, le département vente, le département ceci, chaque département a son propre module et son module fonctionne parfaitement. Et tout ça, on est dans cette application. Donc, pour revenir un peu à tout à l'heure, ce dont on parlait, là, je les ai mis dans les helpers. J'ai ce qu'on appelle, par exemple, les séquentialiseurs. Souvent, ce que je fais, je vais agrandir tout pour qu'on puisse voir. Pour gérer les fonctions asynchrones, je vais réduire. Par exemple, ici, on a des appels d'API. Quand je fais des appels d'API, ce que je fais, c'est que, bon, là, j'appelle une grille service. Je récupère les grilles qui sont là-bas. Bon, là, c'est juste ce qu'on appelle le Memory Leak Management. J'avais déjà fait une présentation sur ça. Je fais un subscribe. Et quand je récupère les données, je les mets dans la variable concernée. Et après, je fais mon resolve. Cependant, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que là, on est dans cette fonction, mais cette fonction est appelée par cette fonction qui fait un async await. C'est ce que j'appelle un peu les séquentialiseurs. Donc, ce qu'il fait, il séquentialise un peu les fonctions. C'est-à-dire que tous ces appels d'API sont appelés un à un. C'est-à-dire que moi, quand je veux que, par exemple, dans le système, il y a des appels d'API, je les laisse partir comme ils veulent, c'est-à-dire que ce n'est pas bloquant. Mais il y a des API, par exemple, getMaxIdOff, c'est des appels d'API et à chaque fois, ça change. Mais on ne doit pas passer à l'étape 2 sans pour autant que l'étape 1 soit terminée. Donc ça, c'est un peu ce que je fais avec les séquentialiseurs. Là, vous voyez qu'on a un async, await, on a les await de tout ça. Ensuite, on appelle ça dans this init workers. Donc, lui, c'est de ça qu'il parlait. Il disait que si on appelle main, si on avait d'autres fonctionnalités, il va falloir forcément mettre un await. Exactement. Il va falloir forcément mettre un await. Mais pour contourner ça, par exemple, ici, moi, mon séquentialiseur là, j'ai une fonction async await qui l'appelle et qui return ce qu'il doit returner. Maintenant, là où j'appelle cette fonction-là, c'est là-bas que je vais faire un peu du Takale. C'est pas du Takale. Bon, c'est la bonne pratique d'après Angular. Peut-être que je les appelle ici. Voilà. Là, ça devient très clair. Quand je les attends ici, voilà. Là, je mets un zen. Au lieu de... Dès que j'appelle le truc... Bonsoir. Allô? Bon, là, j'appelle le grid list process, c'est celui-là. Mais au lieu de faire un await ou de faire quoi que ce soit, je l'appelle en mettant un zen. Donc, je pouvais même ne pas mettre un zen. Dès que je vais l'appeler, la fonction va être complètement synchrone. Donc là, je n'ai pas besoin d'un await. Et peut-être un autre jour, dans un débat plus séparé où quelqu'un d'autre peut-être va faire le live, on va plus parler en détail des async await. Mais il y a une manière de séquentialiser les async await. Et ensuite, quand tu vas appeler il faut juste penser asynchrone. Et quand tu vas séquentialiser toutes ces étapes-là, one by one, ensuite à l'étape finale, tu n'auras pas besoin de mettre un await. Dès que tu vas l'appeler, ce sera une fonction synchrone. Mais vu que ici, ça renvoie un promises et que j'ai besoin de cette valeur, alors là, je fais un zen. Ce qui est évident parce que si je ne mets pas de zen, je ne pourrai pas récupérer la valeur parce que j'ai renvoyé la valeur en tant que promises. Donc peut-être ça peut être assez technique et je ne veux pas embrouiller ceux qui ne font pas Angular, mais ce n'est pas du Angular, c'est du JavaScript.
Mais c'est juste pour vous montrer. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont ces problèmes-là. Mais quand vous avez des API et que vous voulez que l'appel d'un API attende l'autre, vous faites d'abord ce que j'appelle un séquentialiseur et votre appel d'API doit retourner un new promises et ensuite, dès qu'il aura fait ce qu'il doit faire, quand il aura les données, ensuite il va faire un resolve. Et vous n'aurez qu'à faire par exemple, pressSequence 1 égale 08 de votre appel d'API. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je m'excuse vraiment du temps que ça a pris, mais vraiment, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire. Et vraiment, vous voyez que le développement, c'est vraiment un sujet passionnant. Et si on veut couvrir tout, ça va être un peu compliqué. Donc, je remercie franchement tous qui ont assisté, tout le monde. Et peut-être je laisse la parole aux intervenants ou ceux qui veulent poser des questions. D'abord, on te remercie. Voilà. On te reçoit mal, on te reçoit mal. Bonsoir à tous. Ok, c'est bon maintenant. Je suis. Peut-être il y a quelqu'un qui a activé son micro et ça a fait du bruit. Alors, vous m'entendez? Oui, Amadjus, on te reçoit. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, on vous remercie de la présentation. Je suis désolé, je suis venu en retard. Mais quand même, ce que je viens d'écouter, vraiment, c'est intéressant. Allô? Si vous pouvez peut-être désactiver vos micros. Amadjus, on t'écoute. Allô, oui, on t'écoute. C'est clair? En tout cas, on a essayé d'être le plus clair possible. Je sais que peut-être parfois il y a des choses que j'ai dit vraiment, peut-être pas ça. Il y a beaucoup de gens qui sont ici et qui connaissent, qui maîtrisent mieux le sujet que moi et déjà, excusez-moi. On a essayé de répondre un peu à tous les différents profils qui ont été dans ce live-là. On a des gens qui sont un peu débutants, très débutants. Il y a des gens aussi qui sont experts en la matière, donc c'est pas trop facile de souvent faire ce genre de live-là. Mais bon, on a essayé. Donc si vous avez des questions, Papi, Bamba, Charo, Anonymous, Amadjus, Abdulaziz. Je pense que maintenant c'est bon. Hein? Je pense qu'on m'entend bien. Hein? Ouais, on t'entend bien. Ok, super. Donc là, comme je disais, hein, c'est super, hein, la présentation, c'est cool. Voilà, franchement, voilà. Tu es bien revenu surtout sur la partie, voilà, la partie théorique. Voilà, les explications étaient très claires. Voilà, et sur la partie pratique aussi, voilà, je pense que, bon, ceux qui n'avaient pas peut-être bien compris, ils ont pu voir quelques exemples de, voilà, que Mohamed a pris. Voilà, je pense que franchement, c'était top. Et j'invite vraiment tout le monde à activer son micro. Par exemple, si vous avez une question, vous pouvez activer votre micro. Voilà, vous la posez. Voilà, si vous avez aussi des suggestions à faire, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô, oui. Oui, comment vous allez? Bien, et vous? Alhamdulillah, je vais bien. En tout cas, jolie présentation. Je suis en PLS.
par rapport à ce que j'ai vu. Merci, merci. Ok. Bon, j'ai juste une question sur les acid oil. Est-ce que les fromages oil réagissent de la même façon? Genre, Pardon, hein, Joe Dalton Beats. J'ai coupé ton micro hein, parce qu'il y avait beaucoup de bruit. On a du mal à t'entendre. Hein. Donc, si tu peux essayer de te déplacer, ou peut-être pour ta question, si tu peux essayer d'écrire ça sur le canal directement. Ouais. Quoi. Donc, attends, je vais essayer de réactiver son micro pour voir s'il y a du mieux. Donc, Joe, je suis désolé, hein, mais si tu peux essayer d'écrire directement la question, quoi. Voilà, parce que tu n'entends pas bien, quoi. Il y a du bruit derrière. Donc, pour les autres, hein, c'est ouvert hein, pour l'instant. Vous pouvez venir. Donc, moi, Attends, je pense que j'ai une question, mais je vais laisser d'abord les gens intervenir. Le grand a une question, moi j'ai peur. Hein. Non, moi je suis pas un grand, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi le grand, quoi. C'est toi qui dirige. Ah, tu l'as dit aujourd'hui. Non, tous les jours maintenant. Mais c'est toi le grand. Hein. Je te cède ma place maintenant. Donc là, je vois qu'il y a des têtes qu'on connaît. Hein. Il y a Papy. Ouais, il y a des têtes qu'on connaît. Bon, il y a beaucoup de têtes aussi qui ont circulé durant le live. Ouais. Je pense qu'il y a même un instant, on était à 30 ans, 30. Aujourd'hui, franchement, les gars sont venus. Ils sont actifs, quoi. Ouais. C'est Parce super. qu'ils ont vu, voilà, ils ont vu Orbit Turner, ils ont dit, bon, bon. on va pas manquer ça, quoi. Mais non. Mais les gars n'ont pas de questions. Tous ces gens connectés là n'ont pas de questions. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, moi, déjà, bon, je dirais pas question, hein, mais je dirais plus, bon, chapeau au Orbit, déjà, pour cette présentation. Parce que déjà, bon, c'est pas évident, il s'est donné la peine de partager ce qu'il sait avec nous, quoi. Donc, je te dis vraiment merci. Merci à vous déjà. aussi. Hein. Voilà, donc, bon, la présentation, elle était super top. Vraiment, moi, déjà, bon, je fais du dev, je fais du JavaScript, mais j'ai appris de nouvelles choses, quoi. Donc, déjà, pour dire que la présentation n'a pas été vaine. Donc, tu as fait du bon boulot. Et bon, après, il faudra peut-être me donner des liens, au moins pour que j'améliore mes bonnes pratiques. Bon, j'essaie de m'améliorer tous les jours. Mais bon, je sais qu'il y a du chemin à faire, quoi. Donc, et bon, c'est déjà mieux. Hein. Je dis que c'est déjà mieux. Hein. Dès que tu commences à te dire ça, c'est parce que c'est déjà mieux. On est tous là, ce live-là, peut-être ce live-là, il est pourquoi peut-être les gens, ils ont beaucoup aimé ce live-là, ou ils ont beaucoup assisté, ils ont été beaucoup actifs, c'est parce que du moment où on voit clean code et on se dit, je veux assister à ce live, ou je veux avoir un code clean, c'est dès ce moment-là que on commence à être clean aussi, parce que c'est accepter que on va apprendre, on va aller vers un code meilleur. Parce que il n'y a pas de meilleur développeur au monde. Si vous voyez bien, on n'a jamais dit telle personne était le meilleur développeur au monde. Et il n'y en aura jamais. Avec le développement, il n'y aura pas une personne qui a toute la connaissance dans JS, toute la connaissance. Non, c'est pas possible. Même Bill Gates qui a créé, en quelque sorte, entre guillemets, créé Microsoft, il n'a pas tout, il ne connaît pas tout de Microsoft. Linus Torvalds ne connaît rien presque. Bon, il connaît grand chose de Linux, mais je veux dire qu'il ne maîtrise pas Linux entièrement. C'est tout le temps comme ça. On est en perpétuel apprentissage. Ce qui m'a le plus poussé à participer, parce que déjà, moi, quand il s'agit de clean code, moi, je suis vraiment pour ça, quoi. Déjà, lorsque je commence à développer sur un projet, ce à quoi je pense en premier, c'est l'architecture du projet. Après, j'essaie de voir comment est-ce que je peux structurer déjà mes composants et autres. Et aussi, comment est-ce que je peux programmer et ne pas être obligé de faire du refactoring de code, quoi.
Donc, du coup, comment est-ce que je peux dire ça? Je découpe toujours mon code, quoi, en tout petit code, tout petit code. C'est comme ça que, bon, c'est l'habitude que j'ai, mais quand j'ai vu Clean Code, je me suis dit, bon, ça peut me permettre vraiment de m'améliorer, de beaucoup m'améliorer, quoi, vu que c'est ce que je cherche. Et bon, on est dev, on cherche tout le temps à s'améliorer, on n'est pas encore parfait. Exactement, Donc, merci. exactement. C'est juste ça, merci encore une fois. Et Merci les à gars, vous, désolé merci à vous. depuis vraiment tout votre temps. Désolé. C'est pas grave, bro. On est Merci à ensemble. vous. Les autres. Mais on Ouais. dirait qu'on a que Bonsoir. Voilà, bonsoir. Bonsoir, monsieur Orbit. Bonsoir tout le monde. Monsieur Orbit. Oui, ça a été tellement important qu'on n'a pas vu l'heure passer. On était là en train de regarder. Et on est très content aussi de la présentation. Étant débutant comme moi, tout ce qui nous concerne, nous les débutants, c'est que ce qu'on fait marche. L'essentiel, c'est qu'on ait quelque chose qui marche. Voilà, c'est pourquoi on ne se soucie pas trop du clean code. Mais d'après tout ce que tu as expliqué ici, on aura bien vouloir ou bien regarder ce qu'on fera dans les projets à venir et dans nos projets actuels pour pouvoir faire un bon code et pour aussi permettre à d'autres gens de pouvoir lire et comprendre notre code. Merci beaucoup et merci pour le beau boulot et pour les deux présentations qui sont très magnifiques. Merci à vous, merci à vous. Ouais, je pense qu'il y avait Papy qui voulait peut-être poser une question. Bonjour. Alors, bonjour, je ne sais pas si mon micro il marche maintenant ou bien. Ça, c'est Gojo Sensei. dama koy waxaat ko petit apprenti développeur. Non. Grand apprenti. Juste pour féliciter, la présentation était top, super. Bon, j'ai pu en tant que apprenti développeur front. Vraiment. L'humilité va tuer les développeurs. Ici, nous, tous les développeurs, moi, dès qu'on rentre quelque part, on dit je suis junior, je suis apprenti. On va être... débutant là, noob. Je suis un grand débutant. Mais juste, en fait, la présentation était super. Revenir un peu sur ce que il m'a expliqué ça. Moi, la nomenclature des variables, par exemple, lorsque j'utilise entre guillemets langage comme CSS, je vais perdre à peu près 10 ou bien 15 minutes à réfléchir à quel nom j'avais donné à telle classe, telle balise. Donc, c'est juste en fait pour montrer l'importance que ça a de bien documenter son code, de bien faire en sorte que ce soit lisible, pas pour soi, mais pour les autres développeurs qui vont plus tard lire le code. Donc, ouais, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, quoi. C'est un mode de vie, en quelque sorte. Par contre, je tiens à le dire devant tout le monde. Hein. Moi, franchement, quand j'ai regardé le live de Papy, n'est-ce pas, c'était ton live la semaine passée. Le live coding. Oui, le groupe. Exactement. Franchement, moi, et je l'ai dit, hein, depuis ce soir-là, moi, j'étais épaté parce que, franchement, dans ton code, il n'y a pas grand-chose à revoir. Il y avait, en même temps que tu écrivais, il n'y avait pas grand-chose à refactoring. Tout était bien pensé, bien organisé. Surtout le fait que, dans le CSS, dès que tu as utilisé les variables, moi, je me suis dit, non, là, c'est bon. Et les noms de variables étaient pertinents, tout était pertinent. Et franchement, moi, je tiens à te remercier pour ton live coding. Hein. C'était super. Et tout était respecté. Franchement, chapeau à toi. Il y avait beaucoup de parties où c'était une partie où, bon, il y avait par exemple des noms de variables où c'était pas trop expliqué. Mais, tu le sais. Ah. Exactement. Bon, mais on sait que tu le sais aussi.
Une présentation, ouais. Ouais, exactement. C'est une présentation, mais on sait que, en fait, rien qu'à la présentation, on peut déduire comment lui, dans un projet hyper sérieux, comment il va s'y prendre. Et chapeau, hein. Il y a Kumbista, il y a d'autres têtes, il y a S2F, Design, le grand. Il y a Modip. Les gars Bonsoir. participent. Bonsoir. Moi, je m'appelle Youssouf Lee. Je suis un grand méconnu du milieu. Vous êtes? Je suis un grand méconnu du milieu. Je suis un développeur. Un grand méconnu du web. On peut dire un développeur solitaire. Je suis pas... et quand j'ai vu le titre, malheureusement, oui, c'est vrai. Malheureusement, j'ai vu le webinaire très tardivement. Je suis venu pratiquement quand c'était fini. Et j'ai sauté sur l'occasion, c'est quand j'ai vu CleanCode. C'est parce que je code depuis 15 ans maintenant et j'ai développé pas mal de trucs, mais il ne faut pas plonger dans mon code. C'est du n'importe quoi. Donc, quand j'ai vu CleanCode, je me suis dit, waouh, ça peut être intéressant pour moi, puisque j'ai toujours travaillé solo. Donc, au fil du temps, j'ai pris de mauvaises habitudes de ne pas commenter mon code, de vraiment de les nommer n'importe comment. Parfois même, il m'arrive moi-même de me perdre dans mon code. Si je reste, par exemple, 2 ou 3 mois sans y jeter un coup d'œil, à chaque fois que je reviens, c'est comme si c'était du neuf. Il faut que je prenne le temps de me remettre dans le bain. Donc, franchement, quand j'ai vu le titre, j'ai dit waouh, ça peut vachement être utile. Mais malheureusement, je suis venu en retard. Maintenant, je demande s'il y a un enregistrement ou un effectivement, il y aura un replay sur YouTube, n'est-ce pas, Daouda? Il y aura un replay sur YouTube. En plus, c'est ce à quoi j'ai pensé le slide aussi. Mais il y aura un replay disponible sur YouTube aussi d'ici demain. Mais moi, j'ai là, ça prouve ce que je dis. Hein. Il y a vraiment des experts dans le live. Et quand tu dis que tu as développé pendant 15 ans, j'ai pas développé pendant 15 ans parce que on a 15 ans de mon âge. Il va pas. Mais désolé, c'est pas bien entendu. Ça, par exemple, ce dont vous parlez, je dis que ce dont vous parlez, vous avez développé pendant 15 ans et après vous avez pris des habitudes. Je pense que ici, même ceux qui viennent de commencer, ils savent de quoi vous parlez. Parce que si aujourd'hui, la plupart d'entre nous, parfois quand on fait un projet et qu'on est solo, on se dit tout le temps, ouais, j'écris ça, on termine rapidement le projet, quoi, et après on y va. Souvent, surtout quand c'est un projet où le client il n'est pas très, vraiment très facile, on préfère se débarrasser du projet. Mais 4 ou 3 mois après, si on revient sur le code, le premier ennemi qu'on a, c'est nous-mêmes. Et on n'a pas à qui plaindre. Et c'est nous-mêmes qui ne comprenons pas ce qu'on a fait dans ce code-là. Et là, je me retrouve parfaitement dans ce que vous dites. Mais en tout cas, on espère que vous allez sortir de votre vie solitaire et qu'un jour, vous allez venir nous partager de cette bonne expérience que vous avez eue en 15 ans. Ah bah, j'espère. De toute façon, moi, je pense qu'il est temps pour moi peut-être de voir d'autres personnes, de découvrir d'autres mondes, d'échanger. C'est parce que c'est le but aussi c'est l'essence même du développement, le partage. Exactement. Donc, exactement. C'est la base. Je serais ravi de partager avec n'importe qui le souhaite. Mais j'encourage aussi l'initiative. Et s'il y a un conseil que je peux donner, c'est la pratique. Et pratiquer matin, midi, soir. C'est la seule règle en fait. Et souvent les gens me demandent quelle techno il faut apprendre, quelle techno est la meilleure. Je dis ça c'est un faux débat, il n'y a pas de meilleure techno.
La meilleure techno, c'est la techno que tu maîtrises. Okay? Et c'est la seule chose qui compte. Il faut maîtriser le truc. Et après, toutes les petites choses, les bonnes manières, ça s'apprend après. Et j'ai entendu la personne qui a intervenu juste avant moi dire qu'il prend le temps de tout organiser. C'est bien, c'est une bonne chose d'avoir les bonnes habitudes à la base. Si on peut les avoir à la base, c'est bon. Si on ne peut pas les avoir à la base, il faut se dire qu'il n'y a aucun code parfait au monde. Ça n'existe pas. Donc, les codes, c'est appelé même à évoluer, à s'améliorer au fur et à mesure. Parfois, tu peux faire, il m'arrive de faire des requêtes de 17 lignes et qu'un jour, je vois le truc sous un autre angle, j'arrive à le réduire à 5 lignes. Tu vois? Donc, c'est ça le code, en fait. C'est que tu apprends et tu évolues et tes fonctions peuvent faire 20 lignes aujourd'hui et faire 2 lignes demain. Donc, c'est comme ça le code, il faut apprendre, il faut évoluer avec. Mais si on a la possibilité d'avoir les bonnes habitudes, je pense que c'est excellent. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai participé. Donc, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Merci à vous et bonne soirée. Ouais, donc merci, hein, merci Youssoufou. Voilà, Youssouf, je pense que j'ai un peu écorché le nom, c'est Youssouf Ly. Voilà, très belle intervention. Donc là, Mohamed, il y avait Joe Dalton qui avait une question. Voilà, donc, il y avait un problème avec son micro, donc il a directement écrit ça. Il a dit, bon, il voulait savoir s'il y a une grande différence entre les promise all et les async wait. Les promise all. Voilà, et les async wait. Wait. Allô. Bon, le promise.all, bon, ouais. Si je me souviens bien, parce que bon, à chaque fois j'ai des problèmes quand on me pose ces genres de questions-là. Parce que c'est des questions qui descendent dans la technologie spécifique de JS. Mais il faut savoir que par exemple, le promise all, par exemple, comme quand tu fais un to promise, il va convertir, par exemple, toutes tes requêtes en promise. Alors que le async await, ça te permet de récupérer, d'attendre que la promise soit résolved, pour prendre un peu la valeur émise par le promise. Je ne sais pas si tu as compris, mais en ce moment, pour descendre un peu dans la question, je vais un peu perdre les mots et tout ça. Parce que, bon, comme je te dis, hein, je n'ai pas tout dans ma tête. Moi aussi, j'utilise comme vous, hein, Google, Stack Overflow. Ils sont nos meilleurs amis. Mais il faut savoir que, par exemple, juste la méthode promise all, lui, il te renvoie une promesse qui est résolue, quoi. Alors que async await, c'est à part. Tu l'utilises pour await, pour async, c'est-à-dire cette fonction est asynchrone, et après tu lui dis await, il va attendre la résolution d'une promesse. C'est pour ça que, par exemple, quand je vais faire, tu vas le remarquer, quand par exemple tu vas faire dans une fonction async, par exemple function async d'Audaba, et dans la fonction, tu fais un await d'une fonction qui n'est pas async, qui n'est pas promise, qui ne renvoie pas de promesse, une fonction normale. Tu fais await d'une fonction normale. Ton éditeur va te souligner ça pour te dire que ça n'a pas d'effet sur cette fonction. Donc le await s'applique à d'autres promises. C'est-à-dire que await, c'est wait till the promise is done. Donc c'est juste ce que ça signifie. Mais le promise all, après dans le fonctionnement et tout ça, je pense que c'est pas réellement la même chose, parce que le promise all, il va attendre que toutes les promesses soient résolues, quoi. Et lui, tu peux lui donner plusieurs promesses en paramètres aussi. Oui, bonsoir Mohamed. Je ne sais pas si tu as compris. Tu vas lui donner plusieurs promesses en paramètres. Il va attendre que ces promesses soient faites. Il récupère les valeurs. Ensuite, comment dire, il te permet d'utiliser ces valeurs au sein de la fonction promise.all. Oui, Mohamed, vous m'entendez? Oui. C'est qui? C'est Joe Dalton. Ah, c'est oui. moi qui pose
question. Oui. En fait, genre, si je voulais faire une appel d'API, genre, si je voulais appeler 2 fois mon API pour récupérer des données différentes, alors, est-ce que je pourrais faire async await, genre, appeler la première, sur votre exemple, vous avez montré, sur le truc là, sur les async await, vous avez fait une await pour attendre que l'utilisateur entre son nom, ensuite un autre await pour attendre que l'utilisateur entre son âge, si je me souviens bien. Genre, si avec le programme, j'ai vu qu'on peut faire ces 2 appels là en même temps. Genre, j'aimerais savoir si ces 2 appels là seront encore quoi. Genre, ça va attendre que la première fonction s'exécute avant de passer à la seconde fonction. C'est ça que je voulais savoir. C'est le truc. Exactement. Quand tu vas mettre dans le promise.all, par exemple, tu lui donnes 2 ou 3. Voilà, 2 appels d'API, 3 appels d'API. Voilà. Bon, là, ce qui est normal, c'est que normalement, ça doit les effectuer un à un et ensuite te donner te laisser continuer. Par exemple, quand tu vas faire un promise.all de 2 ou 3 promises, 2 ou 3 appels d'API, à l'intérieur, il va attendre que ça soit fait avant d'exécuter le code qui est à l'intérieur de ton promise.all. Tu comprends? Il va attendre que les appels d'API soient faits pour exécuter le code qui est à l'intérieur de ton promise.all. Mais cependant, moi, ce que je te dis, c'est que promise.all, je ne l'ai pas trop utilisé. Et j'ai pas vu, et je suis dans le serveur Angular mondial, Angular Community, et j'y contribue assez souvent. J'ai pas vu là où on me le recommandait assez souvent. Donc, vu que c'est ça, je ne vais pas, par exemple, tester ça sur une application vraiment de type d'entreprise. Mais peut-être, toi, je te laisse, on est en pédagogie active, je te laisse, toi, lorsque tu vas tester, de revenir dans le serveur et nous dire si ça marche comme ça. Mais en tout cas, c'est censé, pour te donner une réponse exacte, c'est censé fonctionner comme ça. C'est censé attendre un à un que ça s'exécute. Mais maintenant, vu que c'est des paramètres dans la fonction, je ne sais pas si ça va Jamais ce souci-là. Jamais ce souci-là après. Tu as utilisé promise.all et ça a fonctionné. Ouais, ça fonctionne. Du coup, je me laisse savoir si, parce que, bon, je quand je veux l'exemple, parce que moi, je suis plus à 5 euros. Mais tout est dans l'utilisation. Par exemple, si c'est tout est dans le use case, si c'est dans un cas d'utilisation, par exemple, moi ici, si tu regardes bien, je veux récupérer ces valeurs-là autre part, dans un autre component. Alors là, je ne peux pas faire de promise.all parce que je ne peux pas faire par exemple, ici, je ne peux pas faire 10.greenList est égal à la donnée que va renvoyer promise.all. Parce que promise.all, si je me souviens bien, ça ne renvoie pas de valeur. Au contraire, c'est à l'intérieur que tu vas faire ton fonctionnement. N'est-ce pas? Par exemple, promise.all, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu mets un promise.all, tu lui donnes un paramètre, les appels API, par exemple API 1, qui est un appel d'API, API 2 et virgule API 3, juste pour montrer un code, quoi. Et là, c'est bof. Comment ça fonctionne d'ailleurs, ça? Je pense que c'est comme ça, hein? Bon, là, tu mets un point zen, je pense. Tu mets un point zen. Tu mets un point zen et ensuite, tu effectues tes calculs. Mais là, si je voulais faire ça dans mon cas d'utilisation, je ne peux pas faire ça. Parce que ça impliquerait à ce que j'appelle les API directement dans mon component de base. Alors que moi, ce que j'ai fait dans le concept du clean code, dans ce component-là, je ne veux rien faire de lourd. C'est-à-dire que le component, il doit être très clair. C'est un component qui doit faire init component
lorsqu'on le charge, il fait 10 points init component. Et le chargement des API et tout ce qui est lourd et tout ce qu'il ne doit pas faire, lui, il fait appel à son helper, grid list helper, et c'est lui qui va faire le chargement des API un à un, gérer le traitement des API. Là, il fait des extractions, il fait tout ça. Et quand il a traité les données et qu'il a fini, ensuite, il me renvoie les données qui ont été traitées. Et ensuite, moi, je l'utilise là. Mais dans ce cas-là, si ici, dans mon component-là, je voulais faire promise.all, il va falloir que je lui donne les API à appeler. Et ça va rendre le component-là vraiment très lourd, très chargé et pas trop compréhensible aussi. Allô? Oui. Allô? Allô, oui. J'espère que vous m'entendez, hein? Oui, bien. Cool. Bon, là, moi, j'ai beaucoup de peine pour vous entendre parce que c'est un peu faible. Je ne sais pas si tout le monde a ce même problème ou c'est moi seul. Essaie de voir si tu n'as pas diminué le volume du canal. J'ai en fait tout augmenté, hein, tous les volumes là que j'ai vu sur mon ordre, j'ai augmenté. Je sais pas. Non, sur le canal actuellement. Sur le canal. Où, par exemple? Pour le canal. Actuellement, il y a la présentation. Normalement, il y a une partie où tu peux voir si tu peux le volume ou pas. Bon, c'est pas grave, mais je voulais juste contribuer un peu sur le débat qu'il y a eu ici, le Promise All. Je pense que Orbit il a bien expliqué, hein, mais c'est juste qu'il y a quelques détails qu'il a un peu omis que je voudrais apporter aussi, si vous me permettez. Ok, super. Oui. Donc, comme tu as dit, hein, Orbit, comme tu as dit, genre, quand par exemple on te pose une question, tu n'es pas censé d'avoir tout en tête, quoi. Tu vois, et la question peut être brusque. Tu peux connaître la réponse, mais vu que la question est brusque, tu ne peux pas répondre efficacement, tu vois. Et moi, par exemple, c'est tout le temps comme ça. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Et que en informatique, en développement, moi, je compte pas avoir tout en tête. Hein. Moi, quand tu me poses une question, je vais te dire, attends, je vais sur Google, je tape le truc. Par exemple, promise.all. Exactement. Donc, promise.all, c'est une API comme toutes les autres API JavaScript. Hein. Si tu recherches ça dans MDN, par exemple, moi, c'est toujours dans que je cherche de Firefox là. Voilà, le truc de Firefox là qui est excellent. C'est excellent. Voilà quoi. Donc promise.all, moi j'ai un use case hein, pour ça. Par exemple, moi je l'utilise souvent. Par exemple, promise.all, là où c'est très important, c'est que tu as une liste d'API, une liste de traitements qui sont asynchrones que tu veux faire. C'est bon. Et que c'est dans la liste de trucs là que tu dois faire, dans la liste des API asynchrones que tu dois faire, si un seul élément de la liste échoue, tu rejettes tout. Tu vas dire que voilà, j'ai pas besoin. Par exemple, quand je dois aller à la boutique, il y a 3 choses que je dois avoir, par exemple. Je dois sortir de chez moi, aller marcher. Je dois avoir de l'argent. Je dois savoir ce que je vais acheter. Tu vois. Donc, sur ces cas-là, si un seul cas n'est pas accompli, ça vaut plus la peine que je vais à la boutique. Je me fais comprendre. Donc, promise.all, tu fais l'ensemble de une liste de promesses et tu dis, et dans le zen du promise all, tout est résolu. Ça va fonctionner que si tout est réuni, si tous les cas sont réunis. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Exactement. Donc, promise.all aussi, il est bloquant. Voilà, ça te bloque les trucs. Il y a par exemple promise.satellite, il y a promise.race, il y a beaucoup de promise. Beaucoup de choses hein, par rapport au cas que tu veux. Donc je vous conseille vraiment d'aller. Si par exemple il y a beaucoup de promesses que tu dois manipuler et il y a des cas où par exemple comme j'ai dit tout de suite, il faut savoir que aussi c'est très important de connaître le point all, l'avantage des points satellites, des points race, etc. quoi. Donc ça renvoie aussi une réponse. Par exemple, promise.all, ça te renvoie un tableau. Le tableau que ça te renvoie l'ensemble des résultats de chaque API, de chaque item de la liste en fait que tu avais mis dans le all quoi.
Donc, ça te Le répond résultat, le résolve. Les résultats, quoi, en fait. Ouais. Ça te renvoie un tableau de résultats parce que c'est un tableau d'API que tu avais envoyé au truc, quoi. Il ne le renvoie que lorsque toutes les API sont résolvées. Genre, s'il y a un seul rejeté, ça arrête tout et ça dit qu'il y a un problème. C'est donc super, on en apprend des choses là. Oui, la question du gars là, je pense que c'est pas très cohérent parce qu'on peut utiliser de await avec du promise all. Tu peux pas, c'est pas parce que c'est deux trucs différents, tu peux pas les utiliser ensemble, quoi. Tu peux utiliser await plus promise.all. En fait, await, son rôle, c'est pas de traiter ton truc, hein. Await, c'est juste une clé, un truc que tu mets devant tes fonctions qui va te permettre de coder comme si tu es en mode synchrone, alors que tu n'es pas en mode synchrone. Ce qui fait que moi, ici, je peux remplacer tous, je peux utiliser async.all de tout ça. Et dès qu'il y aura un qui ne fonctionne pas, le reste ne fonctionnera pas. Voilà. Mais dans mon cas, je ne peux pas le faire aussi. Je ne peux pas utiliser promise de all parce que tout n'est pas bloquant. Bonsoir les gars. Bonsoir. Oui, j'avais un souci de connexion. Ah, ça c'est cool. Bon, j'ai. Il y a Sirkan qui a bien répondu à la question. Oui. Bon, je pense que je vais regarder ça sur le replay sur YouTube pour mieux comprendre le truc. Exactement. Donc si on peut accélérer, peut-être laisser la présentation. Tout à l'heure, j'ai vu que tu avais mis dans un de tes composants genre object.increase. Après, tu as donné un paramètre, par exemple, bon, tu as fait object.increase, parenthèse, par exemple, error, et puis tu as fait .reduce. J'aimerais savoir si object, genre .increase là, c'est une fonction genre... Ouais, ça c'est dans JS. En fait, c'est tout simple. Hein. Object.increase, il te renvoie toutes les entrées. Par exemple, quand tu donnes un objet JavaScript, un objet JSON, avec un objet JSON, c'est composé d'entrées, comme on l'a dit. Bon, je vais y retourner là pour que ça soit beaucoup plus clair. Voilà. Le object.increase, même, on peut même l'utiliser dans les arrays et tout ça. Donc, ce que ça va te faire, c'est que tu pourras avoir accès à une entrée de l'objet. Donc, ça ne fonctionne pas comme un map, quoi. Je pense pas, non. Okay. Je pense pas. Bon, après, il faudra rechercher si ça fonctionne pas comme un map. Bon, comme je dis, au moment de coder, au moment où tu codes, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions que tu te poses forcément, mais juste après le code, parfois tu oublies comment c'est ou quoi que ce soit. Mais l'essentiel, c'est que tu n'oublies pas ce que fait le code. Ouais. C'est comme avec Reduce. Avec Reduce, lorsque j'ai utilisé Reduce, par exemple, ici même, j'ai utilisé Reduce, hein, ça est là, où il va encore réitérer, mais ce n'est pas parce que j'avais Reduce en tête ou que je savais comment Reduce fonctionne. Je suis allé sur Google, j'ai demandé la question à savoir comment itérer dans un array en réduisant, en parcourant les valeurs un par un pour réduire et tout ça. J'ai posé une question bien définie pour résoudre un problème bien défini et ensuite j'ai trouvé que Reduce le faisait sur JS et ensuite j'ai utilisé Reduce. Object.increase, ça te permet voilà, les entrées dans validation, il va itérer dans les entrées dans validation. Ce qui fait que, par exemple, il va faire username, ensuite password et leurs entrées, tu vois. Il va faire property, username et requirements, c'est virgule, l'autre, la valeur dans l'entry. Donc, entry, c'est juste les entrées les propriétés. Ok. Cool. Je vais approfondir, quoi. Je pensais que c'était genre une custom fonction que tu avais créée. Non. Tout ça, c'est bon. Quand justement, quand tu passes à du refactoring avancé,
il faudra éviter tous. Bon, c'est bien de faire des trucs custom, mais parfois, c'est comme je l'ai dit, il faut aller utiliser, dès que tu commences à aller dans du refactoring pro, comme j'ai dit avancé et pro, quand tu vas vers du refactoring pro, où là, tu es assis juste pour faire du refactoring, il faut, parfois, quand tu fais certaines choses avec tes propres fonctions, tu trouves une alternative avec les fonctions du langage. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je disais que, comment dire, Don Haumer, c'était avec quel principe? Keep it simple, stupid, voilà. N'implémente pas quelque chose si ça existe déjà dans le langage, parce que eux, ils le font mieux que toi. Si par exemple, la fonction, j'avais donné l'exemple de la fonction sort, de point sort, qui permet de trier dans Python. Tu vois, il y a beaucoup de gens, même nous, les développeurs, on dit souvent trie quelque chose et directement, tu vas créer un algorithme qui fait le tri, tu parcours, tu fais une boucle, tu fais tout ça, alors que tu peux juste prendre l'array qu'on t'a donné et faire point sort. Parce que ça existe dans le langage et vu que c'est de l'esprit collectif, c'est-à-dire c'est de l'open source, beaucoup de gens ont mis en place un algorithme pour le faire, alors tu utilises ça. C'est pour ça qu'ici, quand je passe, si tu vois bien, quand je passe à du pro, au lieu d'utiliser ce qui était disponible dans le langage, ce que je fais, c'est que j'utilise ce qui est disponible au lieu d'utiliser ce que je peux faire moi-même, j'utilise ce qui est disponible dans le langage. Ok. Donc, c'est pour ça que ici, ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est juste de l'optimisation en quelque sorte. Parce qu'il y a le refactoring et après le refactoring, il y a l'optimisation. Ok, cool. De toute façon, je vais aussi rechercher. Ouais, c'est la pédagogie active. Hein. On apprend mieux comme ça même d'ailleurs. Peu importe ce que je vais vous dire aujourd'hui, peu importe ce que je peux peut-être juste vous montrer, comme aujourd'hui tu as vu Intrise, mais lorsque tu vas rechercher, tu vas retenir, c'est sûr. Et tu vas en apprendre beaucoup plus même que ce que je t'ai dit. Et mieux même que moi. Ouais. Et surtout les notions, en fait, c'est le plus important. C'est le plus important. L'essentiel, c'est de savoir que ça existe. Ouais, après, pour tout développeur, hein, dès que tu sais que ça existe, toi, tu peux faire le reste. Exactly. Merci. Merci, frère.